Hercule Poirot et l'indice dans la cage dorée. Chapitre 1. L'oiseau dans la salle de bal. C'était une chose étrange que les invitations arrivent au 14 Fairway Street. Hercule Poirot, même semi-retraité, n'était pas homme à être sollicité à la légère. Et pourtant, par un après-midi gris d'octobre, une enveloppe remise en main propre apparut sur le paillasson, les bords dorés et estampillés du sceau de Lady Eugenia Temple. « Tu connais ce nom, Hastings ?» demanda Poirot, en tapotant pensivement l'enveloppe. Moi, qui venais de m'installer dans le fauteuil avec le Daily Mail, leva les yeux. « Un temple, ça me dit quelque chose. De l'aristocratie, n'est-ce pas? Un truc avec des oiseaux ?» Poirot hocha légèrement la tête. Le bal de la volière, son événement caritatif. Chaque automne, un événement où l'on porte des masques, mais pas seulement sur le visage. L'invitation était aussi théâtrale que la femme elle-même. Lady Eugenia Temple vous prie de bien vouloir assister au bal annuel de la volière, qui se tiendra au conservatoire de Temple House. Votre présence est requise, masquée. Démasquage obligatoire à minuit. Veuillez vous habiller en conséquence. Et dans une ligne plus nette ci-dessous, votre discrétion est requise dans une affaire des plus délicates. Poirot replia l'invitation avec un sourire satisfait. Quelque chose cloche, Hastings. Et là où la malice se cache sous les plumes et le champagne, Hercule Poirot sera là. Temple House se dressait en bordure de Hyde Park, un bâtiment d'une élégance victorienne tardive, avec ses grilles en fer forgé et sa véranda fleurie toute l'année. Ce soir-là, sous un ciel maussade et sans lune, il s'animait de lumière, de musique et du bruissement de la soie. À l'intérieur, les invités se mouvaient, tels des oiseaux exotiques. Paons, corbeaux, cygnes et hiboux. Le thème était indéniable. Poirot, dont la vanité personnelle n'était surpassée que par son amour de la précision, portait un élégant costume noir, orné d'une épingle à plumes argentées. Son masque était simple, blanc, en forme de bec recourbé, évoquant l'ibis sage. « Je me sens ridicule », murmurai-je, en ajustant mes ailes inconfortables. On m'avait assigné un costume de faucon. Les cerfs me pinçaient. « Tu es formidable, mon ami. Ça te va bien. » Lady Eugenia Temple, vêtue d'une longue robe dorée et couronnée de plumes qui lui donnaient l'illusion d'elle, nous accueillit au seuil de la salle de bal. Elle avait la soixantaine, était impérieuse et magnétique, avec une voix cultivée dans les salons et les salles diplomatiques. « Monsieur Poirot, c'est très gentil de votre part d'être venu. Et le capitaine Hastings, je me souviens de votre photo de Lestrand. » Lady Eugenia, s'inclina légèrement Poirot. « Vous avez parlé de délicatesse. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, souriant, tandis qu'elle faisait un signe de tête à un héron qui passait et à un ara en plein flirt. « Oui, dit-elle, mais pas ici, pas encore. Laisse-moi te montrer quelque chose d'abord. » Nous la suivîmes à travers le couloir latéral et dans une galerie plus étroite qui donnait sur la véranda. Au centre de l'espace se dressait une cage dorée, ornementale, assez grande pour qu'un enfant puisse s'y tenir debout. À l'intérieur se trouvait un oiseau solitaire, à longue queue. « Un faisan de Lady Amherst, » dit-elle, « rare, offert par mon défunt mari pour notre 10e anniversaire. » « Exquis, » murmura Poirot. Elle s'est tournée vers nous. Ce matin, il était mort, empoisonné, et pas par accident. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et maintenant, miraculeusement, il est de nouveau vivant. Remplacé, dit-elle d'un ton sombre. Une correspondance parfaite, introduite clandestinement depuis la volière privée du Kent. Mais le personnel avait juré de garder le secret. Le public ne devait pas le savoir,
Et pourtant, ce n'était pas un acte symbolique, c'était un avertissement. De qui? Elle hésita. J'ai peur que ce soit quelqu'un dans cette maison ce soir, quelqu'un en qui jadis j'avais confiance. De retour dans la salle de bal, les festivités avaient atteint leur paroxysme. Un quatuor à cordes jouait une valse envoûtante tandis que des silhouettes masquées tournoyaient sous les lustres. Poirot et moi avons regardé depuis le balcon de la mezzanine. Tu remarques, Hastings, la tension dans les ailes de la colombe près de la fontaine à champagne, murmura-t-il, et la façon dont le faucon près de l'escalier jette un coup d'œil à l'horloge. Nous sommes parmi des prédateurs, pas parmi des animaux. À 11h30 précises, un cri interrompit la musique. Les danseurs se figèrent. Le clavecin s'arrêta. Nous nous sommes précipités vers la source. Une silhouette en costume de balbuzard pêcheur se tenait dans le couloir, près de la porte du salon, tremblante. « Elle est morte !» s'écria-t-il. « Dame Eugénie, elle est dans la serre. » Nous avons suivi la foule qui s'est précipitée en avant. Mais Poirot avait déjà tourné les talons. « Non, dit-il, ce n'est pas Lady Eugénia qui est morte, c'est quelqu'un d'autre. Viens, Hastings, vite. » Nous avons marché à contre-courant de la foule d'invités curieux et avons atteint la véranda en premier. À l'intérieur, sous les frondes des arbres tropicaux et l'ombre de la cage, une femme gisait affalée sur le sol carrelé. Son masque avait glissé, celui d'un faucon. Son visage était figé par le choc, mort. Lady Eugénia est apparue quelques secondes plus tard, flanquée du personnel et de 2 invités en uniforme. « Miranda, » murmura-t-elle, « ma nièce. » Poirot se pencha à côté du corps, les mains jointes. Aucune trace, pas de sang. Et, pourtant, regardez, la coupe de champagne à côté d'elle, et son parfum. Amande. Du cyanure, murmurai-je. Poirot hocha gravement la tête. La fête est finie. Au-dessus de nous, les lumières s'éteignirent légèrement. Un silence s'abattit sur la coupole de verre. Et dans la cage dorée, à côté de nous, le faisan poussa un cri perçant. Chapitre 2. Plume dans le brouillard. La salle de bal s'était vidée avec une hâte inquiète. Les invités filant dans la nuit humide, certains chuchotant derrière des masques qu'ils ne prenaient plus la peine d'ôter. Un parfum d'orchidée et quelque chose de plus âcre, la peur, flottait encore dans la véranda de Temple House à l'arrivée de Scotland Yard. Le corps de Miranda Temple, nièce de Lady Eugénia, fut respectueusement recouvert et emporté sous les halètements et les regards silencieux. Poirot restait immobile, les bras croisés, les yeux fixés non pas sur le corps, mais sur l'oiseau. Le faisan de Lady Amherst inclina la tête, son plumage scintillant faiblement sous la lumière du dôme de verre. « Un acteur remarquable, » dit doucement Poirot. « Tu parles de l'oiseau ?» demandai-je. « Je parle de la personne qui a empoisonné Miranda Temple au milieu d'un bal masqué, tout en faisant croire que quelqu'un d'autre était la victime visée. » L'inspecteur Radley, du triage, arriva, un homme au visage carré, à l'air vif et ennuyé, comme s'il n'était pas amusé par le faste. « Cyanure, » confirma-t-il. « Des traces dans le verre et sur les lèvres. Action rapide. Celui qui a fait ça connaissait son dosage. » Poirot esquissa un mince sourire. Et l'occasion? Ça devait être pendant le bal. Tout le monde était masqué. Tout le monde était distrait. « Oui, » dit Radley, « et tout le monde se montre déjà coupable. Le personnel est nerveux, les clients veulent partir, et Dame Eugénia refuse de nous donner la liste de ses ennemis, car elle affirme n'en avoir aucun. Elle se trompe, Poirot. Elle en a une, et elle n'est pas la cible.
Elle est le leur. Radley cligna des yeux. Tu crois que quelqu'un voulait la mort de Miranda et non de Lady Eugenia? Je fais. Il s'agenouilla et examina le verre jeté. Ou peut-être, murmura Poirot, le tueur a pris Miranda pour Lady Eugenia. Radley fronça les sourcils. Ils étaient nés tous les deux déguisés en oiseaux, tous les deux blonds, de dos. Poirot se redressa. L'erreur sur la personne, un vieux truc, mais ça demande de la précision et de la connaissance, ce qui signifie que le tueur connaît cette maison et ses occupants. Lady Eugenia rentra, son calme habituel brisé au bord. Elle portait mon costume, dit-elle d'un ton morne. Le faucon, il m'était destiné. Pourquoi ce changement? Demanda doucement Poirot. J'ai décidé de porter le phénix. Ça me semblait plus approprié. Je n'en ai parlé à personne. Seule Miranda m'a vu changer. Poirot hocha la tête d'un air pensif. Alors, soit Miranda a pris ton costume, soit quelqu'un d'autre l'a arrangé. Les lèvres de dame Eugenia tremblèrent. Elle n'aurait pas agi ainsi sans raison. Poirot resta silencieux un instant, puis se retourna. Hastings, viens. Il faut interroger les oiseaux. Les invités restants avaient été conduits dans le salon, étrangement formel après le meurtre. Les masques avaient disparu, mais la suspicion subsistait, plus lourde que n'importe quel rideau de soie. L'assistante de Lady Eugenia, une femme mince au regard perçant nommée Lisette Farrow, se tenait près de la cheminée, serrant nerveusement un bloc-notes. Elle avait les traits anguleux et la langue plus acérée encore. Elle avait des ennemis, cette fille, dit-elle sans détour. Miranda était charmante, certes, mais ambitieuse. Son charme adoucissait les gens, et elle le savait. « Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal ?» demanda Poirot. Lisette hésita. Officieusement, tout le monde. Elle a flirté avec les musiciens. Elle a taquiné le personnel. Et les invités... Quels invités? Lisette jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis se pencha. Monsieur Trelling, l'avocat spécialisé en succession. Il est assez vieux pour savoir ce qu'il en est, mais elle le tenait sous sa coupe. Et puis, il y a Emilia Hawthorne, cousine de Lady Eugenia. Elle n'a pas souri depuis 1932. Elle détestait la grâce facile de Miranda. Poirot l'a noté. Et ce soir, elle a dansé avec Trelling. Elle a flirté avec quelqu'un déguisé en corbeau. Je n'ai jamais retenu le nom. Et elle s'est disputée avec le filleul de Lady Eugenia, Roland Fielding. De quoi s'agit-il? Aucune idée. Mais ça s'est terminé avec un verre qui a échappé et Miranda qui s'est précipitée vers la véranda. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et toi ?» Lisette cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Vous travaillez dans cette maison. Vous contrôlez les horaires, les costumes, la liste des invités. Si un changement était opéré, vous le sauriez. » Elle rougit. « Je n'ai rien touché. J'ai à peine dormi cette semaine en préparant le bal. Et j'aimais bien Miranda. » Poirot hocha doucement la tête. « Ce sera tout, pour l'instant. » Ensuite, c'était Roland Fielding, le filleul de Lady Eugenia, un homme grand et nerveux, aux doigts agités et à la belle moustache. « Elle a parlé de l'héritage, » murmura-t-il, qu'elle savait que je ne l'aurais pas. « Pourquoi dirait-elle ça ?» demandai-je. « Parce que Genia a toujours dit que la succession reviendrait à la famille. Miranda était de sang, pas moi. Elle aimait me le rappeler. Et ça t'a mis en colère ?» Il hésita. « Je ne l'ai pas tuée, si c'est ce que tu veux dire. Je lui ai juste dit de se mêler de ses affaires. Puis je suis parti. » « Parti où ? Pour prendre l'air, je suis sorti sur la terrasse, seul,
Poirot haussa légèrement les sourcils. Une solitude bien commode. Je boudais, rétorqua Roland. Je n'empoisonnais pas les boissons. Poirot ne dit rien. Il prit simplement note. L'homme au masque de corbeau s'est avéré être un certain monsieur Basil Reeves, un historien de l'art à la voix douce et à l'alibi encore plus doux. Elle était charmante, dit-il d'un ton rêveur. On aurait dit une peinture pré-raphaélite. Je lui ai demandé de s'enfuir à Venise. Poirot cligna des yeux. A-t-elle accepté? Bien sûr que non. Elle rit, mais gentiment. Et après? Elle s'est éloignée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Saviez-vous qu'elle portait le costume de Lady Eugenia? Reeves fronça les sourcils. Non, ça veut dire qu'elle n'était pas la personne prévue. Poirot l'interrompit. Merci. Il était tard quand nous sommes finalement rentrés à la véranda. Le personnel avait débarrassé les flûtes de champagne et séché le carrelage. Seule la cage dorée restait, silencieuse désormais, son occupant endormi sous un drap de velours. Poirot se tenait à côté, regardant non pas la cage, mais le sol. « Quelque chose ne va pas ?» demandai-je. « Les plumes, Hastings. Et eux ?» Il se pencha et souleva une plume pâle près de la cage. « Elles ne viennent pas du faisan. Elles viennent d'un costume. » Je fronçai les sourcils. « Le faucon? Non, le phénix. » Il se leva. « Quelqu'un a volontairement modifié les costumes. Miranda est morte parce qu'elle portait le mauvais oiseau. » Il m'a regardé, les yeux brillants. Mais quelqu'un d'autre s'en est assuré. Chapitre 3. Le ver qui a tué. Le lendemain matin, Temple House ressemblait davantage à une scène de crime qu'à un manoir majestueux. Scotland Yard avait bouclé la serre. Des agents en uniforme étaient capostés aux portes, et une douce obscurité s'était installée dans les jardins où les oiseaux taillés semblaient désormais trop vivants dans leur silence. La cage dorée, bien qu'intacte, avait été drapée de noir. Poirot et moi sommes rentrés peu après 8 heures. Le personnel avait reçu l'ordre de rester sur place, et Lady Eugenia, bien que visiblement vieillie pendant la nuit, avait accepté de continuer à coopérer avec le détachement glacial de celle qui avait vu l'Empire et la famille s'effondrer. Nous avons été accueillis dans le salon par l'inspecteur Radley, qui avait acquis une nouvelle pile de rapports, 2 tasses de mauvais thé et un tempérament colérique. Nous avons exclu toute intrusion extérieure, a-t-il immédiatement déclaré. Aucun signe d'effraction extérieure, aucune serrure cassée, aucun inconnu disparu, ce qui signifie que le tueur était un client ou un membre du personnel. Poirot hocha la tête. « Avez-vous l'analyse du verre ?» Radley lui tendit une enveloppe marron. « Oui, trace de cyanure de potassium, compatible avec une ingestion rapide, mélangée au champagne, non pré-embouteillé. Nous avons confirmé que la bouteille d'où Miranda a versé était intacte. Le poison était dans son verre. Et le verre lui-même. » L'expression de Radley changea. Il a disparu. J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Poirot haussa un sourcil. « C'est impossible. »« Il était là hier soir, » a déclaré Radley. « Un membre du personnel jure l'avoir vu près de son corps. Mais le temps que les invités soient évacués et que la chambre soit sécurisée, il avait disparu. Nous avons fouillé toute la véranda et la cuisine. Il a disparu. » Poirot tapota l'enveloppe. « Quelqu'un a donc eu le temps de la récupérer avant que la pièce ne soit scellée. Quelqu'un qui s'est attardé. » Radley fronça les sourcils. « On a au moins des photos. L'équipe médico-légale a tout filmé avant le retrait. Vous voudrez voir ça. » Il sortit une photo de la flûte à champagne prise sur la scène de crime. Le pied était fragile,
Le bord maculé de rouge à lèvres et une légère empreinte digitale étaient visibles dans la condensation. Poirot l'examina attentivement. « Ce n'est pas l'empreinte de Miranda, dit-il. Trop grande, probablement celle d'un homme. Et pas celui de l'inspecteur, ajoutai-je d'un ton entendu, sachant combien Poirot désapprouvait la contamination par négligence. Radley grogna. On va vérifier les empreintes de chaque homme sur la liste des invités. Poirot hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Viens, Hastings, dit-il. Il est temps de parler à mademoiselle Emilia Hawthorne. Emilia Hawthorne résidait dans l'aile est, dans des chambres qui semblaient inchangées depuis la fin de la Grande Guerre. C'était une femme d'apparence sévère, les cheveux clairs serrés et les doigts constamment recroquevillés, comme si elle était encore aux prises avec une déception ancestrale. Elle ne s'est pas levée quand nous sommes entrés, et elle n'a pas souri non plus. « Vous êtes venu me demander si j'ai tué mon cousin, » dit-elle d'une voix parcheminée. Poirot s'assit en face d'elle et inclina la tête. « Nous avons compris le soir. La vérité a son parfum particulier. J'aimerais le vôtre. » Elle l'observa. Miranda était belle, et intelligente, et dangereuse. Tout ce qui attire les mythes et les pièges. Tu ne l'aimais pas. Je ne l'admirais pas, dit Emilia. Il y a une différence. Sa position dans la famille vous contrariait-elle ? Demandai-je. Sa proximité avec Lady Eugénia ? La bouche d'Emilia se pinça. Je n'ai jamais regretté la fortune de ma cousine, ni le fait qu'elle s'entourât de jeunesse et de bonheur. J'ai seulement plaint son gaspillage. Miranda avait tout, et elle en faisait profiter tout le monde. « Est-ce qu'elle s'est confiée à toi ?» demanda Poirot. « Non, mais elle se vantait souvent à proximité. »« À propos de quoi ?»« Elle prétendait connaître des secrets, » dit Emilia. « Elle a dit qu'elle allait ouvrir les portes de la cage. J'ai cru que c'était un mélodrame romantique, mais elle avait prévu quelque chose de théâtral. » Poirot se pencha en avant. « Et tu savais pour l'échange de costumes ?»« Non, » dit sèchement Emilia, « mais je l'ai remarqué une fois les masques retirés. Miranda portait le faucon. Eugénia avait commandé le phénix. Seules Lisette et la couturière se sont occupées des modifications. Demandez-leur. » Poirot l'a noté. « Une dernière chose, dit-il. Tu es resté au bal jusqu'au cri ? » « Si, » répondit Emilia. « Je n'ai pas quitté la salle de bal. Je discutais avec M. Trelling. »« L'avocat ? » ?»« Oui. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que la musique était trop forte et le vin trop chaud. Voilà l'étendue de notre scandale. » Poirot se leva et s'inclina. « Merci, mademoiselle. Vous avez été très précise. » Elle n'a pas répondu. Tandis que nous traversions le couloir de marbre, Poirot resta silencieux. Puis il se retourna brusquement et se dirigea vers l'arrière de la maison, où se trouvaient les quartiers du personnel. « Où allons-nous » demandai-je. « Trouver la couturière, la femme qui retouchait les costumes. » Une petite silhouette en gris pliait du linge près de l'escalier de service. Elle leva les yeux à notre approche, surprise. « Mademoiselle Branscombe ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur. Vous avez préparé les costumes pour le bal de la Volière, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. Tout le monde. » »« Qui t'a demandé d'échanger la robe du phénix et celle du faucon ?» Elle cligna des yeux. « Je ne les ai pas échangés. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Mais tu as livré le costume de phénix dans la loge de Miranda. »« Non, monsieur. J'ai livré le costume de faucon. C'est ce que Lisette m'a dit de préparer. » Poirot resta immobile. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, monsieur. Elle a dit que dame Eugénia avait fait un changement de dernière minute. » Poirot se redressa.
son expression indéchiffrable. « Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. » Lisette Faraud était dans la petite bibliothèque à notre retour. Elle avait trié sa correspondance. Lettres de condoléances, notes de presse, invitations qui étaient désormais devenues un fardeau. « Lisette, dit doucement Poirot, tu nous as dit hier que tu n'avais rien à voir avec les costumes. » Ses yeux brillèrent. « Je ne l'ai pas fait. »« Mais vous l'avez fait, dit Poirot. Vous avez ordonné à la couturière d'envoyer le costume de faucon dans la chambre de Miranda, sous prétexte que Lady Eugenia avait changé d'avis. » La bouche de Lisette s'ouvrit, se referma. « Je n'ai pas... »« Tu l'as fait, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, tu savais que Lady Eugenia porterait le phénix. Cela suggère une prescience, ou à tout le moins, une manipulation. » Le visage de Lisette pâlit. « Je jure que je ne l'ai pas empoisonné. » « Alors pourquoi mentir à propos du costume ?» Il y eut un silence. Puis elle se laissa tomber sur une chaise, le visage dans les mains. « Elle me l'a demandé, dit-elle. Miranda. Elle est venue me voir en privé ce matin-là. Elle m'a dit qu'elle voulait porter le faucon, juste pour s'amuser, que ce serait un jeu inoffensif. Elle ne voulait pas le dire à sa tante. « Pourquoi pas ?» demandai-je. Lisette hésita. Parce qu'elle disait que ça rendrait sa tante trop nerveuse. Elle voulait voir si quelqu'un le remarquerait. C'était une sorte de test. Elle a dit qu'elle attendait un message. Poirot avait l'air sombre. Et elle en a reçu un ? Lisette hocha la tête. Une lettre, juste avant le bal. Je n'ai pas vu le contenu, mais elle semblait bouleversée. Elle a dit « C'est bientôt l'heure ». Puis, elle est montée se changer. Poirot échangea un regard avec moi. « Où est la lettre ?» Lisette secoua la tête. « Elle l'a emportée. » Poirot hocha la tête. « Merci. » Ce soir-là, de retour à notre logement, Poirot déposa tout sur la table. La liste des invités, le tableau du personnel, des photos de la scène, des notes sur le mobile, et une ligne en gras en haut d'une page vierge. L'oiseau qui chanta trop fort. Elle était victime de chantage, dit-il enfin. J'ai levé les yeux. Par qui ? C'est ce que nous devons déterminer. Mais les éléments s'alignent. Miranda a orchestré le changement de costume pour tester quelqu'un, pour déclencher une réaction. Elle s'attendait à un moment dramatique. Au lieu de cela, elle a reçu du poison. Il s'est tourné vers moi. Il nous manque le verre. Mais le verre n'est que le récipient. Le véritable poison, c'était la peur. Et la peur est l'ombre d'un secret. Il a tapoté la liste des invités. Et demain, Hastings, nous rendons visite à M. Trelling, celui qui détient le domaine de Lady Eugenia, et peut-être le silence de Miranda. Chapitre 4. La volonté qui a attendu. Nous sommes arrivés au cabinet d'avocats Trelling & Moorcroft peu avant midi le lendemain. Nous avons traversé des couloirs lambrissés de chênes sombres pour arriver dans une pièce vitrée où nous attendait maître Jonathan Trelling. Homme mince, d'une 60aine d'années, Trelling avait le regard serein de quelqu'un qui a passé sa vie à rédiger un langage conçu pour contenir l'émotion. Ses doigts, longs et tachés d'encre, reposaient délicatement sur une mince pile de documents. Il se leva à notre entrée. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je comprends que ce n'est pas une visite de courtoisie. » Poirot inclina la tête. « Vous avez bien compris, monsieur. Nous sommes ici pour Miranda Temple et pour un testament. » L'expression de Trelling resta impassible. « Un testament ? Oui. Vous êtes l'avocate de Lady Eugenia Temple, n'est-ce pas ? Je sers sa famille depuis plus de 20 ans. Alors peut-être savez-vous aussi
que Miranda Temple croyait que quelque chose dans le domaine de Temple, quelque chose qui lui avait été promis, lui avait été enlevé. La mâchoire de Trailing se crispa un bref instant. Mademoiselle Temple ne m'a jamais exprimé une telle opinion. Poirot esquissa un léger sourire. Non, bien sûr que non. Mais peut-être l'a-t-elle dit à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui craignait qu'elle insiste. L'avocat changea alors de posture. Monsieur Poirot, vous vous engagez sur une voie dangereuse. Si vous m'accusez de mauvaise conduite, je n'accuse personne, dit Poirot en levant la main. Mais je m'intéresse aux documents. Plus précisément, je cherche à savoir si un testament révisé a été rédigé dans lequel Miranda Temple était désignée comme bénéficiaire principale. Trailing resta silencieux un peu trop longtemps. La voix de Poirot baissa légèrement. Je vous le demande maintenant, non pas en tant que détective, mais en quête de vérité. La jeune fille est morte, elle mérite justice, même si la justice arrive trop tard pour qu'elle puisse l'obtenir. Trailing ouvrit lentement un tiroir, en sortit un dossier bleu pâle et le posa sur la table. Il y a 3 mois, Lady Eugenia m'a demandé de rédiger une révision. Elle désignait Miranda comme seule héritière du domaine de Temple House et de tous les biens associés. J'ai cligné des yeux. Unique héritier? Oui. Roland Fielding était exclu. Poirot me jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur Trailing. Le testament était-il signé? C'était le cas, répondit Trailing. Mais pas déposé. Lady Eugenia a demandé un délai. Elle n'était pas certaine d'être prête à officialiser le changement. Les yeux de Poirot se plissèrent. Alors, le Nouveau Testament existe, mais seulement dans ce bureau. Il n'a pas été divulgué. Aucune copie n'a circulé? Correct. Alors comment? Demanda doucement Poirot. Miranda était-elle au courant? Les lèvres de Trailing s'entr'ouvrirent, mais il ne dit rien. Poirot eut un léger sourire. Elle l'a dit à quelqu'un, ou quelqu'un l'a découvert, ce qui signifie que quelqu'un avait un mobile pour l'empêcher de le recevoir. Trailing s'assit. Si je continue à parler, je viole la confidentialité de mon client. Alors nous laisserons les morts parler pour nous. Nous sommes rentrés à Temple House en début d'après-midi. Lady Eugenia se reposait, mais Lisette nous a permis d'accéder à la chambre de Miranda, une élégante suite à l'étage, avec vue sur le jardin ouest. Ses affaires n'avaient pas encore été emballées. Un livre à moitié lu reposait sur la méridienne. Une robe de chambre en soie était drapée sur la coudoir d'un fauteuil. Et sur le bureau se trouvait un journal relié en cuir. Poirot l'ouvrit avec révérence. Les premières pages contenaient des pensées oiseuses, des croquis de costumes, des notes sur le symbolisme des oiseaux. Mais vers les dernières entrées, le ton se durcit. Il a dit qu'il garderait le secret, mais les secrets ont du poids. Je ne lui fais pas confiance. Je ne fais confiance à aucun d'eux, pas quand la maison ressemble à une scène et que je me tiens sur la trappe. Je porterai le faucon. On verra bien qui le remarquera. Si ça marche, je les affronterai. Un par un. Le masque finit toujours par tomber. J'ai la lettre. Je la laisse dans la cage. Poirot se redressa. La cage? Je me suis tourné vers lui. La cage dorée? Il hocha la tête. Elle avait dit qu'elle laisserait la lettre dans la cage. Puis quelqu'un l'a trouvée. Et puis, elle est morte. Nous retournâmes à la véranda, toujours fermée mais faiblement éclairée sous le grand dôme. La cage se tenait toujours sous son rideau noir. Poirot la souleva avec précaution. « Regarde, Hastings. » À l'intérieur, glissé sous le perchoir en bois,
se trouvait une feuille pliée de papier à lettres couleur crème. Elle ne portait aucun nom. Une seule phrase, écrite de la main de Miranda. « Je sais ce que tu as fait, et j'ai la volonté de le prouver. » Poirot expira. Un double sens. « Elle a vraiment le testament ?» demandai-je. « Non. Elle veut dire qu'elle est déterminée, mais pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de paniqué. On aurait pu croire qu'elle avait un document, une preuve d'héritage, et ça suffisait. » Je fronçai les sourcils. Alors, qui aurait le plus peur de ça? Le visage de Poirot s'assombrit. Quelqu'un qui a passé sa vie à graviter autour de la richesse sans jamais la posséder. Quelqu'un qui espérait hériter pour finalement découvrir qu'il avait été radié. Roland Fielding. Oui. Roland était dans la bibliothèque à notre retour, assis avec un whisky et une anxiété à peine dissimulée. Son regard se tourna vers nous à notre entrée. Je suppose que je suis le prochain. Poirot resta assis. Mademoiselle Miranda était au courant du testament révisé. Elle croyait avoir été désignée héritière. Roland se tendit. C'est impossible. Tu veux dire qu'il n'est pas possible qu'elle le sache? Il hésita. Enfin, ce n'étaient que des paroles. Eugénia change d'avis tous, les 2 ou 3 ans. Elle a dit vouloir récompenser l'esprit de Miranda. Je n'y ai jamais cru. Poirot hocha lentement la tête. Et si c'était vrai, serait-ce une menace pour toi? Je ne veux pas de son argent. Non, juste la maison, le nom, l'héritage. Je ne l'ai pas tuée, rétorqua-t-il. Mais tu t'es disputé avec elle, dis-je. Oui, elle m'a provoqué. Elle a dit que je serais parti avant le printemps. Elle a dit qu'elle avait des preuves. J'ai cru qu'elle bluffait. Tu l'as vue aller au conservatoire? Non. Tu l'as suivi? Il n'a pas répondu. La voix de Poirot baissa. Tu portais des gants. Des noirs, ça faisait partie de ton costume. Le moyen idéal pour retirer un verre après l'avoir empoisonné. Le moyen idéal pour cacher tes empreintes digitales. Je n'ai pas... Poirot se pencha. Nous avons une lettre, trouvée dans la cage. Elle vous était adressée en tout point, sauf votre nom. Elle vous a donné l'occasion d'avouer. Au lieu de cela, vous l'avez réduite au silence. Roland se leva brusquement. Tu n'as aucune preuve. Non, dit Poirot. Pas encore. Mais le verre a disparu. Et je crois que vous l'avez pris. Je crois que vous l'avez toujours. Fouillez la pièce si vous le souhaitez. Poirot sourit. On le fera. Mais je crois qu'il n'est pas dans cette pièce. Il est enterré, quelque part près de la volière, là où le parfum d'amande passerait inaperçu parmi les mangeoires et les fleurs. Roland resta immobile. Poirot hocha la tête. Vous connaissez le domaine. Vous y vivez depuis plus longtemps que quiconque. Et maintenant, il est temps de parler à Lady Eugénia. La confrontation eut lieu dans son salon privé. Eugénia était assise, bien droite, vêtue de velours noir, les doigts entrelacés. Poirot lui expliqua tout, avec douceur, précision, mais sans détour. Lorsqu'il eut terminé, elle ferma les yeux un long moment. « J'ai pensé qu'il pourrait essayer de la discréditer », a-t-elle dit. « Je n'aurais jamais imaginé. » Poirot s'approcha. « Le Nouveau Testament, madame. Il est temps. » Elle hocha la tête. « Trelling va le déposer. Il pourrait prendre effet à titre posthume, mais le nom de Miranda sera rétabli. » « Et la maison ?» Elle regarda par la fenêtre. « J'irai au musée. Elle adorait les oiseaux. Ce sera un sanctuaire. » Poirot s'inclina. Un héritage précieux. En partant, je me suis tourné vers lui. « Alors c'est tout ?» Poirot sourit tristement. « Non, Hastings, c'est la justice. Les regrets, c'est une autre histoire. » Chapitre 5.
l'encre sous la plume. 2 jours après l'arrestation officielle de Roland Fielding, les journaux londoniens publiaient des titres qui frisaient le théâtral. Mensonge doré, l'héritier présomptif arrêté pour la mort de l'héritière, déclarait l'Evening Standard. Temple House était devenu, du jour au lendemain, le symbole des secrets opulents et de la décadence aristocratique. Mais pour Hercule Poirot, l'affaire n'était pas encore réglée. J'avais appris à reconnaître les signes. Il se tenait à la fenêtre, le regard fixe, les mains jointes sous le menton. Ni par fierté, ni par victoire, mais par doute. Il était en milieu de matinée lorsque je le retrouvai ainsi. Un exemplaire récent du journal de Miranda était étalé sur la table, à côté de la photo de la coupe de champagne disparue et d'une reproduction du mot retrouvé dans la cage. « Tu es troublé, Poirot ?» demandai-je. Il ne quitta pas la fenêtre du regard. « Hastings, as-tu déjà vu un magicien faire un tour à l'envers ? Je ne peux pas dire que je l'ai fait. Voilà ce qu'est devenue cette affaire. Nous avons vu le dénouement, la mort de Miranda, les aveux, le mobile. Mais maintenant, nous reculons. Et soudain, les mécanismes ne s'harmonisent plus. » Je fronçai les sourcils. « Tu veux dire que le testament n'était pas une motivation suffisante ? » « Oh, la volonté était suffisante pour attiser la jalousie et la rage, dit-il. Mais quelque chose que Miranda a écrit me hante encore. Quelque chose de plus délibéré. Elle prévoyait de démasquer quelqu'un, pas seulement de le piéger. J'ai pris le journal et j'ai feuilleté les dernières entrées. Tu veux dire ça ? Le masque finit toujours par tomber. Poirot se retourna enfin. Non, pas ça. Ceci, j'ai la lettre. Je la laisserai dans la cage. Hastings, Miranda était une jeune femme intelligente. Placerait-elle sa seule copie de preuve dans un endroit aussi exposé ? Tu penses qu'elle a fait une autre copie ? Je crois qu'elle en a fait 3, dit Poirot, soudain revigoré. Et je crois qu'on n'en a retrouvé qu'un seul. De retour à Temple House, l'atmosphère était passée du choc à la préservation. Le personnel avait commencé à emballer les antiquités. Lady Eugénia, bien que gracieuse, s'était retirée du public. C'est Lisette Farraud qui nous accueillit à la porte, pâle mais sereine. « Tu es de retour ?» Poirot lui adressa un léger sourire. Nous cherchons les mots manquants de Miranda. Lisette cligna des yeux. Je croyais que tu avais trouvé le mot. Le mot était l'appât. Mais Miranda a laissé une lettre, peut-être plus d'une, quelque chose qui désignait la personne qu'elle craignait. Lisette hésita. Elle m'a donné une clé, dit-elle soudain. 3 nuits avant le bal. Elle m'a dit de la garder précieusement. Une clé ? demandai-je. Elle hocha la tête. Dans le tiroir de son bureau. J'ai supposé que c'était personnel. Je n'ai rien demandé. Où est-il maintenant ? demanda Poirot. Elle le sortit de la poche de son manteau. Dans la chambre de Miranda, Poirot déverrouilla le petit bureau. À l'intérieur, parmi du papier à lettres et des flacons d'encre séchée, se trouvait une fine enveloppe scellée à la cire verte. L'adresse était de la main de Miranda, à ouvrir uniquement si je ne reviens pas. Poirot brisa le sceau et lut en silence. Arrivé au bout, il expira. « Elle le savait, murmura-t-il. Tu savais quoi ? Il m'a remis la lettre. À quiconque trouve ceci, si je suis mort, alors j'avais raison de le craindre. Non pas pour la succession, même si je sais qu'il soupçonne mon héritage, mais pour ce que je sais de l'incendie. L'incendie de la volière de 1963, celui dont tante Eugénia dit qu'il était un accident. Ce n'était pas le cas. J'ai trouvé une photo dans les archives de la bibliothèque. Roland avec une torche. Plus jeune, certes,
mais impossible à confondre. Il était là ce soir-là. Je crois que c'est lui qui a commencé. Je crois qu'il a tué Annelise. C'était une servante, silencieuse, douce. On l'a retrouvée brûlée dans les décombres, mais personne n'a jamais expliqué ce qu'elle faisait dans la volière. Je crois qu'elle a vu quelque chose, ou quelqu'un. Si je suis absent, regarde derrière le tableau doré de l'oiseau dans le salon. C'est là que j'ai caché la photo. Miranda. Mon cœur s'est serré. Elle avait des preuves. Et il l'a tuée non pas pour l'héritage, mais pour enterrer le passé. Poirot hocha la tête. Nous avons mal interprété le véritable mobile. La découverte de Miranda risquait de révéler bien plus que de la jalousie. Elle risquait de faire scandale, et peut-être même du chantage. Nous avons quitté la pièce en silence. Le salon était silencieux. La lumière filtrait à travers de longs rideaux brodés. Le tableau d'oiseau doré en question était accroché au-dessus de la cheminée. Un objet ostentatoire, tout en serre et en envergure. Poirot s'approcha, souleva délicatement le cadre, et derrière, nichée entre la toile et le mur, se trouvait une photographie. Vieille, ondulée sur les bords, décolorée, mais suffisamment nette. Un jeune homme, peut-être 18 ans, se tenait près de la haie du fond. Il tenait une torche à pétrole dans une main. Ses yeux étaient plissés par le vent et sa mâchoire crispée. Derrière lui, à peine visible dans le coin inférieur de la photographie, se trouvait le bord de la volière, les flammes léchant le toit. Bon Dieu, ai-je soufflé. Poirot glissa la photo dans son manteau. Allons rendre une dernière visite à Lady Eugénia. Elle attendait dans son salon, vêtue de noir de deuil, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Poirot s'inclina. « Madame, nous avons trouvé la pièce maîtresse. » Elle n'a rien dit. Nous savons maintenant que votre nièce n'a pas été victime de la cupidité. Elle a été réduite au silence, parce qu'elle s'est souvenue, parce qu'elle a découvert la vérité sur l'incendie. Dame Eugénia ferma les yeux. Je m'en doutais depuis toujours, mais je n'ai jamais pu le prouver. Vous soupçonniez Roland ? Non, murmura-t-elle. Pas à ce moment-là. Je pensais que c'était Annelise, la bonne. Je croyais qu'elle avait allumé une bougie trop près du foin. On l'a retrouvée brûlée. Ses parents ont obtenu une petite indemnité. Mais Roland, il était furieux cette semaine-là. Mon mari avait menacé de lui couper les vivres à cause d'une dette de jeu. La voix de Poirot s'adoucit. Et Miranda a découvert la vérité. Elle m'a dit qu'elle pensait que l'incendie n'était pas accidentel. Elle ne m'a pas montré la photo. Elle a dit que ce n'était pas sécuritaire. Je pensais qu'elle jouait à un jeu. Ce n'est pas un jeu, madame, dit Poirot. La justice. Ce soir-là, Poirot envoya la photographie et la lettre de Miranda à l'inspecteur Radley, accompagnée d'une déclaration officielle. Bien que Roland Fielding ait déjà été arrêté pour empoisonnement, la révélation de l'incendie criminel et du possible homicide involontaire ajouta une nouvelle dimension. Un ancien crime refit surface. Poirot et moi sommes rentrés à notre appartement juste après 7 heures. Il s'assit près de la fenêtre, comme il l'avait fait la veille au matin. « Cette affaire, dit-il doucement, me rappelle pourquoi je n'accepte plus d'invitations à des bals masqués. » J'ai souri. « À cause des plumes ? » ?»« Non, mon ami, parce que les masques tombent trop tard. » Je l'ai regardé. « Tu avais raison, tu sais. Ce n'était pas une question de richesse. C'était une question de mémoire, de ce que les gens essaient d'enterrer. » Poirot hocha la tête et de l'intelligence d'une jeune femme qui refusait de laisser le passé de côté. Il leva un petit verre de cassis. « Au temple Miranda, dit-il doucement.
et nous avons bu. Chapitre 6. Les funérailles au crépuscule. La maison du temple était enveloppée de soie noire. Les funérailles de Miranda Temple eurent lieu sous un ciel bas et sans couleur, le vent chuchotant à travers les ifs comme des voix étouffées. La chapelle familiale, nichée au fond du domaine, près des ruines de la volière envahie par la végétation, n'avait pas vu un tel rassemblement depuis des décennies. Les bancs de pierre étaient occupés par l'élite discrète de la société et le personnel en manteau noir usé. Lady Eugénia, voilée et posée, se tenait telle une colonne de fer forgé près de la tombe. Poirot et moi sommes arrivés juste avant le début de la cérémonie, rejoignant l'inspecteur Radley sous une arche de pierre en périphérie. Si la foule était modeste, la tension était au rendez-vous. On a dit à la presse qu'il s'agissait d'une affaire de famille privée, murmura Radley. Et pourtant, la moitié du yard semble être là. Poirot hocha légèrement la tête, parce qu'un meurtre lors d'un bal masqué a du charme. Mais la véritable histoire est plus discrète, moins glamour, mais bien plus accablante. Il ne s'agit pas seulement de poison et d'héritage. C'est un incendie oublié. Une jeune fille renvoyée. Radley regarda le cercueil. Pensez-vous que le public saura un jour pour Anne-Lise? La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Non, ce chapitre mérite d'être conservé aux archives. Que l'héritage de Miranda soit son courage, et non la corruption qu'il a révélée. La cérémonie commença. Un vicaire à la voix de velours lut des psaumes, et Lady Eugénia s'avança pour lire un poème que Miranda avait autrefois recopié dans son journal. Sa voix ne tremblait pas, mais chaque syllabe résonnait comme du verre déposé, éclat après éclat. L'oiseau qui chante à minuit ne chante pas pour avoir de la compagnie, mais pour le silence pour l'entendre. Personne ne parla pendant plusieurs minutes après la dernière prière. Même les oiseaux semblaient immobiles. Après l'enterrement, Dame Eugénia invita quelques invités dans le salon principal pour le thé. La cheminée était allumée, mais l'air restait frais. Des portraits d'ancêtres sévères observaient depuis les murs, désapprouvant visiblement la tristesse moderne qui s'étalait désormais sous leur cadre doré. Poirot, toujours méticuleux même dans le chagrin, s'assit sur la chaise la plus proche de la cheminée et étudia ceux qui nous entouraient. Il y avait Trelling, qui parlait doucement au majordome près de la fenêtre. Emilia Hawthorne, silencieuse et impassible, sirotait son thé avec une précision mécanique. Lisette se tenait seule, les yeux creux, un plateau de sandwich intact sur le buffet derrière elle. Puis, une jeune femme que je ne reconnaissais pas entra, aux cheveux noirs, peut-être pas plus âgée que Miranda. Elle ne portait pas de voile, seulement un pendentif orné d'une simple plume d'or. Son regard croisa celui de Lady Eugénia, et elles échangèrent un hochement de tête lent et solennel. Poirot le remarqua. « Qui est-ce » murmura-t-il. « Mademoiselle Avarout » dit Radley, qui nous avait rejoints, sa tasse à la main. « Cousine paternelle de Miranda. Vit à l'étranger, au Maroc, je crois. Elle n'était pas au bal. »« Non, » murmura Poirot. « Mais je crois qu'elle est ici pour autre chose que du deuil. » Plus tard dans la soirée, de retour à notre appartement, Poirot sortit un bout de papier de son gilet et le posa sur le bureau. C'était un court message manuscrit, non signé, que Lisette lui avait transmis pendant le thé. Elle avait rencontré quelqu'un la veille au soir, dans le jardin. Je ne sais pas qui. Mais elle est revenue avec les ourlets boueux et un regard comme si elle avait enfin attrapé quelque chose de dangereux. Elle n'a pas écrit le nom, dit Poirot. Mais l'implication est claire. Miranda a eu une dernière conversation avec quelqu'un qu'elle craignait.
ou peut-être plaignait. « Elle ne l'a pas écrit dans son journal ?» demandai-je. « Non. Ce qui nous apprend quelque chose de très important, qu'elle avait l'intention de vivre. » Poirot tapota le feuillet. « Exactement. Quand on se prépare à la mort, on avoue. Quand on espère survivre, on repousse la vérité. Donc cette personne qu'elle a rencontrée, croyez-vous qu'elle était liée à Roland? Peut-être pas directement, mais je crois qu'ils faisaient partie de la même chaîne, un maillon, et ce soir, nous le brisons. » Le lendemain matin, Poirot demanda à mademoiselle Évaraude de lui rendre visite à l'appartement. Elle arriva à 11 heures précises, élégamment vêtue, le regard attentif, mais imprégné d'une émotion qui semblait inexprimée. « Je ne connaissais pas bien Miranda, dit-elle, mais je l'admirais. Elle m'écrivait une fois par an, une lettre au printemps. » Poirot hocha la tête. « Et t'a-t-elle écrit récemment ?» Elle hésita. « Oui, une semaine avant sa mort. Elle a évoqué une décision, quelque chose comme remuer les oiseaux dans la cage. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'elle t'a demandé d'assister au bal? Elle a dit qu'elle espérait que je viendrais, mais j'étais à Tanger jusqu'à dimanche dernier. » Poirot se pencha en avant. « Connaissez-vous quelqu'un d'autre avec qui Miranda aurait pu être en contact? Quelqu'un d'extérieur à la famille ?» L'expression d'Ava changea subtilement. Il y avait un nom dans sa lettre, une seule fois. Poirot attendait. Elle a parlé d'une femme, Eileen Marsh. Elle a dit « Eileen détient peut-être la clé, mais elle ne sait pas qu'elle la détient. » Je n'ai pas compris. Poirot resta immobile. « Eileen Marsh. » Je fronçai les sourcils. « Un autre membre du personnel ?»« Non, » répondit lentement Poirot. « La sœur d'Annelise. » Ce soir-là, Poirot avait localisé Eileen Marsh, une institutrice à la retraite, aujourd'hui sexagénaire, qui vivait à Brighton. Elle n'avait jamais parlé publiquement de la mort de sa sœur et avait longtemps cru qu'il s'agissait d'un accident. « C'était une rêveuse, » nous dit-elle doucement, assise dans son petit salon. Elle écrivait toujours des poèmes. Elle disait que les oiseaux de Temple House chantaient différemment la nuit. Poirot écouta patiemment, puis lui montra la photographie. Roland Fielding avec la torche. Le visage d'Eileen devint vide. « Elle m'a dit quelque chose, » dit-elle au bout d'un moment. 2 jours avant l'incendie, elle a dit avoir vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Un homme dans la volière. Tard dans la nuit, il se disputait avec quelqu'un. Elle n'a pas voulu me dire qui. Poirot se pencha en avant. A-t-elle laissé quelque chose? Un journal, peut-être? Une lettre? Eileen hocha lentement la tête et se leva. D'un tiroir verrouillé, elle sortit un petit carnet, fêlé et fragile. Elle a écrit cela la nuit avant sa mort. Poirot l'ouvrit avec précaution. Il a dit que les oiseaux couvriraient le bruit, que personne ne l'entendrait si elle criait. Mais j'ai entendu. J'ai vu. Je le dirai à Dame Eugénie demain. Elle saura quoi faire. Poirot soupira. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Eileen pleurait doucement, tandis que Poirot fermait le carnet. Elle n'avait que 17 ans, murmura-t-elle, et ils l'ont réduite au silence. Non, dit doucement Poirot. Plus maintenant. Alors que nous marchions le long du front de mer de Brighton, après avoir quitté sa maison, le vent s'est accroché au manteau de Poirot et a dispersé les mouettes de la balustrade. Elle avait attendu des décennies, dis-je doucement, sans jamais connaître la vérité. Poirot hocha la tête. Il a fallu 2 filles, l'une emportée par le feu, l'autre par le poison, pour le révéler. Et Temple House? Il survivra, comme les musées,
avec des salles impeccables et des pancartes discrètes racontant les péchés du passé. Il s'arrêta, puis se tourna pour faire face à la mer grise. Mais Miranda, c'est elle la véritable conservatrice désormais. Elle a préservé une histoire que personne n'osait révéler, et ce faisant, elle a libéré bien plus que des oiseaux. Il m'a regardé, sérieux et immobile. Elle a libéré la vérité. Chapitre 7. Le secret du grand livre. Le givre avait commencé à recouvrir les fenêtres londoniennes lorsque Hercule Poirot reçut la lettre. Elle arriva dans une enveloppe simple, sans adresse de retour, tapée à la machine, soigneusement pliée et non signée. Je le trouvai debout près de la fenêtre, la lettre délicatement tenue dans une main comme un morceau de soie volée. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Poirot ne répondit pas. Il me le tendit simplement. « Vous regardez dans la mauvaise pièce. La vérité n'a jamais été dans le salon, ni dans la serre. La vérité dort sous les chiffres. Les oiseaux n'étaient pas les seules choses dorées à Temple House. » Le papier tremblait légèrement dans ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Poirot brillèrent. Ça veut dire qu'on a été fou, Hastings. Fou de croire que ça finirait par un meurtre. Nous sommes arrivés au bureau de Trelling & Moorcroft sans prévenir. Jonathan Trelling, surpris par notre retour, nous a accueillis avec un calme professionnel, mais s'est légèrement raidi lorsque Poirot a demandé à consulter les livres de compte du domaine Temple. Ce n'est pas une procédure habituelle, monsieur Poirot. Et pourtant, dit Poirot, une jeune femme a été assassinée. Un second décès, vieux de plusieurs décennies, a été découvert. Et maintenant, une nouvelle piste de miettes de pain, et elle mène à vous. Les doigts de Trelling tambourinèrent un instant sur le bureau. Puis, il se leva, traversa la pièce jusqu'à un vieux classeur métallique et en sortit un épais registre noir marqué T.E. Holdings 1961-1972. Je n'ai pas consulté ces documents depuis des années, a-t-il déclaré. C'est une lecture aride. Espérons-le, dit Poirot, pour notre bien à tous. Nous avons épluché les registres pendant 2 heures dans une salle de conférence qui sentait l'encre et la désuétude. Chaque page était manuscrite avec une écriture délicate. Paiement, dons, salaire du personnel, frais d'entretien et un nombre curieux de dépenses diverses. Puis Poirot s'arrêta. « Regardez, dit-il en pointant du doigt, cette page, paiement marqué, fonds de restauration privée, des milliers de livres versés mensuellement tout au long de 1963. Donc, Poirot a tourné la page. Ici, après l'incendie, ces mêmes fonds sont toujours présents. Mais la notation a changé. Ils sont désormais répertoriés sous la rubrique « Reconstruction de la volière, fonds spéciaux ». Pourtant, il n'existe aucune trace de reconstruction réelle. Trelling fronça les sourcils. La volière n'a jamais été reconstruite. Exactement, dit Poirot. Ce qui soulève la question. À quoi a servi cet argent? Parce qu'il n'a pas servi aux oiseaux. Je me suis penché sur la colonne. C'est une somme considérable. 40 000 livres sur 2 ans. Qui l'a autorisé? Trelling parcourut les autorisations. Initiales seulement. R.F. Les lèvres de Poirot se pincèrent. Roland Fielding. Mais il n'était pas exécuteur testamentaire à ce moment-là, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Non, répondit lentement Trelling. Mais il avait un pouvoir de signature accordé par Sir Gérard Temple avant sa mort. Poirot serra les doigts. L'incendie a détruit plus que des vies. Il a créé une ombre financière que quelqu'un a instrumentalisée à ses propres fins. Trelling se pencha en arrière. Tu veux dire que Roland a détourné de l'argent? Je dis, répondit Poirot,
que Roland a utilisé l'incendie comme couverture. Il a créé un fonds fantôme et détourné de l'argent de Temple House sous prétexte de reconstruire un bâtiment qui ne fut jamais reconstruit. Et Lady Eugénia n'a jamais remarqué? Elle lui faisait confiance, dit Poirot. Elle lui confiait des responsabilités, par affection, peut-être par culpabilité. Mais Miranda a dû le découvrir. C'est peut-être pour cela qu'elle était si certaine qu'il serait rayé du testament. J'ai regardé la colonne de chiffres. Elle pensait l'avoir coincé, mais il l'a eu avant elle. Poirot hocha la tête. Nous savons maintenant que la menace de Miranda ne concernait pas seulement l'héritage. Elle avait découvert des preuves d'une fraude de longue date. Le message que nous avons reçu, ce message anonyme, devait provenir de quelqu'un qui savait, quelqu'un qui était encore dans la maison. Trelling resta assis en silence un long moment. « Il y a encore un registre, dit-il enfin, un que je n'ai pas consulté depuis des décennies. » Il se leva et prit un deuxième volume dans le placard du fond. Il était plus petit, relié d'un verre délavé, et ne comportait que 3 entrées. Temple d'Eugénie Holdings, privé 1962-1965. À l'intérieur, au milieu des dépenses privées et des investissements personnels, se trouvait une seule page non numérotée, pliée dans la pochette arrière. Elle ne faisait pas partie du grand livre officiel. Il s'agissait, sans l'ombre d'un doute, d'une lettre. Poirot le déplia. « À Dame Eugénie, les sommes que vous lui avez permis de gérer sont détournées. La volière ne sera jamais reconstruite. Il vous ment. Les oiseaux ne sont qu'une partie de ce qu'il a enfermé. Si vous n'agissez pas, le nom Temple tombera comme un dôme de verre, brisé et irréparable. Je n'ai pas d'autre choix que de le dire à cette fille. Elle a du courage. Elle verra ce que tu ne vois pas. » Un « ah » soufflai-je. « Anne-Lise ?» Les yeux de Poirot s'assombrirent. « Non, Ava. » Nous nous sommes regardés en silence. « Elle était là depuis le début, » dit doucement Poirot. « Pas seulement par lettre, pas seulement par une cousine éloignée. Ava Root était au courant. Peut-être soupçonnait-elle Roland de pire. Elle a essayé d'avertir Lady Eugénia, et comme Eugénia l'ignorait, elle en a parlé à Miranda. » À la tombée de la nuit, Poirot avait sollicité un second rendez-vous avec Ava Root. Elle arriva discrètement, sans surprise dans ses yeux. « Tu l'as trouvé, dit-elle. »« Nous l'avons fait, » répondit Poirot. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» Ava soupira. « Parce que Miranda ne voulait pas que je le fasse. Elle a dit qu'elle devait le faire elle-même. »« Tu as déjà essayé d'avertir Dame Eugénia, dis-je. Pourquoi t'arrêter ?»« Je n'ai pas arrêté, dit-elle. Mais quand on est la fille de la branche pauvre de la famille et qu'on accuse le filleul d'escroquerie, personne ne l'écoute. Je l'ai prévenue par écrit. Elle l'a consigné dans un registre et l'a oublié. Tu as donné la photo à Miranda ? Non, elle l'a trouvée toute seule, mais je lui ai indiqué où chercher, dans la collection papier brûlé de la bibliothèque. La moitié était destinée à la destruction. Elle a récupéré le tableau elle-même. Poirot se pencha. Et la lettre anonyme, à moi ? Ava hésita, puis acquiesça. Oui, je pensais que tu n'avais vu que la moitié de la vérité, que tu étais trop concentré sur le meurtre et pas sur ce qui l'avait provoqué. Poirot baissa la tête. Alors, mademoiselle, merci. Vous avez honoré sa mémoire. Elle se leva. Assure-toi que les autres fassent de même. Et elle partit, sans un mot de plus. Cette nuit-là, Poirot se tenait près du feu, fixant la lueur orange. Elle n'était jamais bête, dit-il de Miranda. Elle était courageuse, mais le courage n'est pas une armure. J'ai hoché la tête. Et l'argent ? Trelling
informera le conseil d'administration. Le domaine sera audité. Ce qui a été confisqué sera restitué, lentement, discrètement, et le musée qu'Eugenia compte construire pourra enfin commencer. Il jeta un coup d'œil au dossier scellé sur le bureau. Elle a demandé une plaque. Une plaque? Poirot sourit faiblement. Pour Miranda, pas en marbre, juste une plume de bronze, à côté de la cage, d'un seul mot. Il s'est retourné. Souviens-toi. Chapitre 8. La plume et la flamme. 2 semaines passèrent. L'air londonien se fit plus froid, plus vif, laissant présager les premiers signes de l'hiver. À Temple House, les bannières noires de deuil avaient été retirées, mais l'écho de la mort de Miranda Temple persistait dans les couloirs, tout comme les effluves de vieux parfums et de graines pour oiseaux refusaient de quitter la serre. Mais les changements avaient à commencer. Hercule Poirot et moi sommes rentrés par un pâle après-midi de novembre, appelés non par une crise, mais par une invitation. L'aile du musée, l'héritage tant imaginé de Lady Eugenia Temple, était en préparation. Les objets de sa collection privée avaient été catalogués, la volière débarrassée de toute pourriture et végétation, et la coupole de verre de la serre, fissurée depuis la nuit de la mort de Miranda, était en cours de réparation. Lisette Faraud nous a accueillis à l'entrée, un presse-papiers à la main, ses manières vives mais adoucies. « Vous arrivez juste à temps, » dit-elle. « Lady Eugenia est dans la volière. Les architectes lui montrent où sera placée la plaque de fondation. » Poirot jeta un coup d'œil autour de lui. « Et les oiseaux ?»« Disparus, » dit Lisette. « Donnés au Royal Aviary Trust. Lady Eugenia a dit qu'il était temps qu'ils arrêtent de se produire devant des cages. » En entrant dans la volière, une odeur de cirage à bois et de plâtre frais emplissait l'air. L'échafaudage était monté, mais la charpente métallique d'origine de la structure se courbait encore comme des nervures au-dessus de nos têtes. En dessous, Lady Eugenia Temple se tenait dans un long manteau bordeaux, ganté et sculptural, observant 2 ouvriers insérer une petite plaque de bronze dans un socle en pierre. Elle se retourna à notre approche. « Monsieur, Poirot, capitaine Hastings. » Poirot s'inclina légèrement. « Lady Eugenia, nous ne sommes pas venus pour déranger, mais pour témoigner. » Elle fit un geste vers la plaque. « Ils l'installent aujourd'hui. » Les ouvriers ont terminé, se sont reculés et se sont époussetés les mains. Je me suis avancé pour lire l'inscription. À la mémoire de Miranda Temple. Sa voix n'a jamais été mise en cage. R. Le regard de Poirot s'attarda sur la dernière lettre. Vous avez autorisé Avarout à rédiger l'inscription? Lady Eugenia hocha lentement la tête. Elle l'a demandé. Miranda l'aurait voulu. Poirot resta silencieux pendant un long moment. Enfin, Lady Eugenia fit un geste vers l'extrémité de la volière où la lumière du soleil filtrait à travers la vitre à moitié nettoyée. « Je voulais vous remercier, » dit-elle, « et vous dire quelque chose que je n'avais pas pu vous dire avant. » Poirot haussa un sourcil. « Alors, j'écouterai avec la plus grande attention. » « Je savais qui était Roland, » dit-elle doucement. « Pas au début, mais plus tard. Après la mort de Gérard, quand j'ai confié la gestion de la succession à Roland, il a commencé à changer les choses. Il semblait désireux de se rendre utile. Je pensais que cela lui donnerait de la valeur. » Sa voix s'étrangla. Elle se tourna vers la plaque, nous tournant le dos. Mais ensuite, l'incendie et la mort d'Anne-Lise. On ne m'a jamais dit la vérité, ni par le personnel, ni par Roland. Mais je l'ai senti, et je n'ai rien dit. J'avais peur que ça ne démantèle tout. La voix de Poirot était basse. Et maintenant,
Maintenant tout s'est effondré, mais au moins la vérité demeure. Nous sommes restés un moment en silence, le vent murmurant à travers les poutres en fer. Plus tard, dans le salon, Lisette apporta le thé. Un feu crépitait doucement. Les portraits au-dessus de la cheminée avaient été retirés, remplacés par le croquis final de Miranda. Une étude au fusain de la véranda, vue du dessus, avec des silhouettes d'oiseaux volant juste au-delà de sa courbe. Elle aurait été une artiste remarquable, ai-je dit. Poirot étudia le portrait. Elle disait la vérité avec brio. Lady Eugénia hocha la tête. Son journal est publié en privé, juste pour la famille et pour les archives du musée. Poirot se tourna vers elle. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi laisser la cage intacte? Pourquoi ne pas la démonter? Elle sourit faiblement. Parce que ça me rappelle quelque chose. De Miranda? De moi-même, dit-elle. De ce que nous avons tous laissé enfouir, les secrets, les réputations, le silence. Poirot hocha la tête. Elle a été plus courageuse que nous ne le méritions, poursuivit Eugénia, et plus dangereuse à cause de cela. Tu la craignais, dit doucement Poirot. J'avais peur de ce qu'elle allait me faire voir, mais elle me l'a quand même fait voir. Elle regarda vers la fenêtre. J'imagine que Roland pourrira en prison. Eva disparaîtra en exil. Et moi? Eh bien, je porterai du velours et servirai des sandwichs aux touristes qui viendront admirer le dôme brisé. Les yeux de Poirot se plissèrent. Non, madame, vous servirez la mémoire, pas le regret. Elle ne dit rien, mais je vis ses lèvres se serrer. Dehors, le parc de Temple House était silencieux. Une volée des tourneaux filait au-dessus du labyrinthe de haies en formation parfaite. Un jardinier balayait les feuilles mortes sans précipitation. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que le domaine ne retenait plus son souffle. En attendant notre taxi, Poirot s'arrêta une dernière fois près de la cage, dans la véranda. Elle était vide, le perchoir nu, les barreaux luisant faiblement avec le temps. Mais quelque chose de nouveau avait été placé à sa base. Un ruban rouge, chez Miranda, dénoué, n'étant plus prisonnier de la mort. Poirot se pencha, le souleva une fois et le laissa tomber. « Plus de cage, dit-il doucement. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Poirot tria ses notes avec une précision rituelle. Des coupures de presse, des lettres, la copie de la vieille photo de Roland près de la flamme, le journal de Miranda, désormais relié en cuir marron, et, caché en dessous, le message anonyme arrivé par la poste, celui qui avait tout rouvert. « Vous savez, ai-je dit, nous n'avons jamais confirmé qui l'avait écrit. » Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami, mais j'ai des soupçons. » Ava? Non, c'était Eugénia. J'ai cligné des yeux. Lady Eugénia? Elle avait besoin que la vérité soit révélée, mais elle ne pouvait se résoudre à la dire à voix haute. Alors elle l'a envoyée anonymement. Cette phrase. La vérité dort sous les chiffres. Seule une personne ayant manipulé des archives successorales aurait pu savoir ce que Miranda avait commencé à découvrir. Elle voulait que Roland soit attrapé. Elle voulait se libérer. La culpabilité est aussi une cage. Il a fermé le dossier. Et donc, l'affaire est terminée. Poirot m'a regardé. Non, dit-il. L'affaire est close, mais terminée? Il se tapota légèrement la poitrine. Tiens, ça ne le sera jamais. Il éteignit la lampe, la lumière du feu projetant de longues ombres sur le sol. Mais au moins, les oiseaux se sont envolés. Chapitre 9. La voix
derrière la vitre, l'inauguration du musée. Temple House eut lieu sous un rare soleil d'hiver, dont la faible chaleur reflétait les vitres polies de la véranda récemment restaurée. Ce n'était pas une cérémonie fastueuse. Lady Eugenia avait insisté sur la sobriété. Mais la liste des invités comprenait des dignitaires de la société historique, un modeste orchestre installé près de la pelouse ouest et la discrète curiosité du public. Poirot et moi sommes arrivés à midi pile. Il portait son plus beau manteau gris et un œillet frais. Moi, un peu moins cérémonieux, j'avais apporté mon carnet, sentant que même close, l'affaire Temple n'avait pas encore livré son dernier mot. La véranda brillait. Là où autrefois les plumes bruissaient sous des lustres tamisés, des panneaux de verre et du laiton poli brillaient désormais. Des expositions ornaient les murs, plans de volières, dessins botaniques, photos du domaine depuis ses débuts. Mais au centre de la pièce, sur un piédestal circulaire en marbre, trônait la cage à oiseaux vide, intacte, préservée. Un unique ruban rouge y était enroulé, tel un serpent endormi. En dessous, gravé en laiton, à la mémoire de Miranda Temple, elle a chanté en premier. Poirot resta silencieux devant la cage pendant un long moment. « C'est magnifique, dis-je. C'est tragique, répondit-il. Mais beau, oui, parce que la tragédie a désormais un sens. Elle a du poids. » Derrière nous, une voix douce a traversé les murmures des invités rassemblés. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Nous nous sommes retournés. Avarout se tenait là, vêtu de vert foncé, ses gants noirs à la main. Une tension persistante planait sur elle. Poirot s'inclina brièvement. « Mademoiselle, comment pourrais-je faire autrement ?» Elle s'est approchée de nous, le regard fixé sur la cage. Elle a laissé une trace, n'est-ce pas? Plus que moi. Tu as préservé les preuves, ai-je dit. Cette ondulation est aussi la tienne. Elle ne dit rien, mais ses doigts se resserrèrent autour des gants. J'ai été convoquée, dit-elle au bout d'un moment, pour lire le testament révisé. Lady Eugenia a insisté. Elle a dit que Miranda aurait voulu que je sois présente. Poirot hocha la tête. Tu devrais y aller. Mais d'abord, il fouilla dans son manteau et en sortit une note pliée. Ce tableau a été trouvé hier par le jardinier, caché sous les pierres, derrière les fondations d'origine de la volière. L'encre était tachée, mais je l'ai fait restaurer. Il le lui a donné. Eva déplia la page, tandis qu'elle lisait, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ava, s'il m'arrive quelque chose, sache ceci. Je t'ai fait confiance. Tu es le seul à ne pas avoir tenté de me façonner, de me réduire au silence ou de m'adoucir. Je laisse le reste aux avocats et à la chance. Mais si tout le reste échoue, cassez le verre. Ava leva les yeux. Casser la vitre? Poirot fit un geste vers la cage. C'est symbolique, oui. Mais Miranda croyait au symbole. Elle croyait que les cages sont des illusions, jusqu'à ce que quelqu'un ose les briser. Eva pressa le mot contre sa poitrine. Je veillerai à ce qu'il se souvienne bien d'elle. Tu l'as déjà fait, dit Poirot. La lecture du testament eut lieu à la bibliothèque de Temple House 1 heure plus tard. Lady Eugenia, enveloppée dans un châle de velours, présidait tranquillement depuis son fauteuil, tandis que Jonathan Trelling, précis et solennel, lisait les clauses légales. La succession serait divisée. Une partie pour financer le musée. Une partie en fiducie pour le personnel. Un troisième, à la surprise de presque tout le monde, a été légué à Avarout. Poirot et moi attendions près des portes-fenêtres, tandis que des murmures circulaient parmi les invités. Je n'en savais rien, nous dit Ava, pâle de surprise. Elle ne m'a rien dit.
Elle voulait que tu restes en sécurité, répondit Poirot. Mais elle savait aussi que tu en ferais ce que d'autres ne pourraient pas faire, protéger et non posséder. Lady Eugenia appela Ava. Tandis qu'ils discutaient tranquillement près de l'âtre, Poirot se tourna vers moi. Il y a quelque chose que je dois faire avant de partir. Il me ramena à la véranda, presque vide, les invités se mêlant dans l'aile est. La lumière du soleil avait changé de direction, projetant des reflets dorés sur la volière et les carreaux environnants. Poirot avança lentement, puis s'arrêta près du pilier le plus proche. À sa base, à moitié dissimulé derrière la nouvelle affiche d'exposition du musée, il tendit la main et tapota doucement. Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Un compartiment, dit-il. » Il s'agenouilla, tira sur une petite charnière en laiton à peine visible dans le mur et ouvrit une fente étroite derrière l'incrustation de marbre. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir, plus petit que le journal de Miranda, plus ancien, dont le cuir était craquelé au dos. « Chez Annelise, dit Poirot. Mon cœur a sursauté. Mais comment ? Je m'en doutais. Eva nous a dit que Miranda pensait qu'Annelise avait écrit plus d'une lettre, qu'elle avait peut-être caché un journal. Miranda a cherché, mais elle ne l'a pas trouvé. Mais je savais qu'Annelise, jeune, secrète, effrayée, ne le garderait pas près de chez elle. Elle choisirait un endroit qui lui tenait à cœur, un endroit où seuls les oiseaux l'entendraient. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des noms, des fragments de conversation entendus, des mentions de Roland, du mari d'Eugénie, de dettes, de menaces murmurées. Mais une entrée s'est démarquée. Il m'a dit que le feu serait léger, juste une frayeur, juste assez pour la faire sortir. Mais il s'est propagé, et j'ai entendu le verrou, et j'ai su à ce moment-là, ce n'était pas pour le spectacle, c'était pour le silence. Poirot ferma doucement le carnet. Elle le savait, et elle en est morte. Mais maintenant, la voix derrière la vitre s'est exprimée. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Poirot plaça le carnet à côté du journal de Miranda et enferma les deux dans son coffre-fort privé. « Tu ne le confies pas à la police ?» ai-je demandé. « Non, dit-il. La loi a dit son mot. C'est pour l'histoire, pour la protection et pour Miranda. » Il s'assit avec sa tisane, les yeux fixés sur la cheminée. Cette affaire n'a jamais concerné les bijoux, ni les oiseaux, ni les vers empoisonnés. J'ai hoché la tête. Il s'agissait de savoir qui détenait la clé et qui était assez courageux pour l'utiliser. Poirot sourit faiblement. « Et maintenant, mon ami, la cage est vide, mais pas silencieuse. » Chapitre 10. Le silence après la chanson. La première neige est tombée sur Londres 3 jours après l'ouverture du musée Temple House au public. Au début, ce fut léger, une fine couche de poussière qui s'accrochait au toit et adoucissait le gris des os de fer de la ville. Mais elle apportait avec elle un calme étrange, comme si même le temps pressentait qu'une blessure longtemps cachée avait été mise à nu et commençait enfin à se refermer. Au 221B, Baker Street, Hercule Poirot était assis tranquillement près du feu, ses chaussures cirées comme un miroir, les mains soigneusement lacées sur son gilet. Il n'avait pas touché à son thé. Son regard était resté fixé pendant près d'1 heure sur la photographie encadrée posée sur notre cheminée, un agrandissement du dernier dessin au fusain de Miranda Temple. Le dôme de la véranda, les oiseaux qui volaient au-delà, et, niché dans le coin inférieur, un ruban solitaire se déployant depuis un perchoir invisible. « Tu penses encore à elle ?» dis-je. Poirot hocha légèrement la tête.
Elle possédait quelque chose de très rare, Hastings. Bravoure, une conviction, dit-il, et une précision d'âme. Elle comprenait ce que d'autres refusaient de nommer. Cette vérité, une fois entrevue, devient insupportable une fois enfouie. J'ai hoché la tête lentement. Elle est morte pour ça. La moustache de Poirot tressaillit. Elle l'a fait, mais elle a aussi vécu pour ça. Et son dernier acte, sa décision de tendre le piège, de porter le faucon, d'appâter le menteur, était l'acte de quelqu'un qui voulait survivre. Qu'elle n'est pas... Eh bien, mon ami, c'est la faute des autres. Il s'arrêta, puis me regarda plus directement. Mais le poids ne pèse pas seulement sur ceux qui commettent le crime. Il pèse aussi sur ceux qui restent là, sans rien faire. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Lady Eugenia, Jonathan Trilling, même Ava, qui avait hésité des années avant de pousser Miranda à se manifester. « Lui as-tu reparlé ?» demandai-je. « Lady Eugenia ?» Poirot hocha la tête. « Hier, elle a signé le transfert. Le musée et le domaine appartiennent désormais à une fiducie privée, gérée par un groupe d'historiens et, curieusement, par Ava Root elle-même. Elle est restée, alors. Pour l'instant, mais pas pour longtemps. Elle m'a dit que son séjour ici touchait à sa fin. Elle retournera à Tanger. Peut-être ouvrira-t-elle une galerie au nom de Miranda. Ça lui ressemble. Poirot se pencha en avant, sirotant enfin son thé. Elle a laissé un dernier cadeau. Il est arrivé ce matin. Il ouvrit une petite enveloppe de velours posée sur la table de chevet et en sortit un mot plié. À l'intérieur se trouvait une ligne, écrite de la main de Miranda, numérisée depuis son journal, maintenant gravée sur une carte. Toutes les cages n'ont pas de barreaux. Certaines ont la forme d'héritage. Et en dessous, une deuxième ligne, écrite de la main d'Ava, elle-même. Mais certains héritages brisent aussi les barrières. Poirot remit la carte dans son enveloppe. Elle compte bien faire en sorte que cela se réalise. Nous sommes retournés à Temple House une dernière fois cette semaine. Le musée avait ouvert discrètement, avec une fréquentation limitée et un programme d'exposition tournante. L'aile ouest du domaine, autrefois propriété de Roland Fielding, avait été transformée en espace d'archives. L'aile est abritait les documents les plus fragiles, le carnet restauré d'Annelise Marsh, les croquis de Miranda, les registres retrouvés détaillant le détournement de fonds, le tout scellé derrière une épaisse vitre et orné d'étiquettes soigneusement dactylographiées. La véranda était cependant devenue la pièce maîtresse. Les visiteurs passaient en silence devant la volière, lisant sa plaque. Aucune musique n'était diffusée à l'intérieur, pas de chants d'oiseaux artificiels, juste le bruit occasionnel du vent contre les vitres et, une fois par heure, une douce cloche sonnait au-dessus de leur tête, une idée de Miranda, retranscrite dans son journal. Poirot se tenait au bord du dôme, les mains derrière le dos. « Vous voyez, dit-il, pas de grands gestes, pas de statue, juste le silence et le souvenir. » J'ai levé les yeux. Ils ont gardé le panneau cassé dans le dôme. « Oui, dit-il, volontairement. Un seul défaut, un rappel que même la beauté doit reconnaître ses blessures. » Nous nous sommes attardés un peu plus longtemps, observant une jeune fille, peut-être pas plus âgée que Miranda lorsqu'elle était arrivée au domaine, se pencher près du ruban à l'intérieur de la cage, le fixant, comme si elle s'attendait à ce qu'il bouge. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à partir pour le train de retour vers Londres, Lisette Farrow nous a trouvés près des écuries. Elle avait changé. Il y avait désormais de la force dans sa posture, une sorte de silence volontaire qui la faisait paraître plus âgée, plus stable. « Je voulais te dire au revoir, dit-elle. Je pars le mois prochain. »
Où iras-tu demandai-je. Yorkshire. Un poste dans des archives privées. Rien de grandiose. Mais j'en ai assez des vieilles maisons pleines de secrets. Poirot sourit. Alors peut-être commencerez-vous plutôt à préserver la vérité. Je l'espère, dit-elle. Miranda le souhaiterait. Elle se tourna pour partir, puis hésita. Elle a écrit quelque chose dans un de ses carnets de croquis, dit Lisette. Avant le bal. Je ne l'ai pas montré avant, car je pensais que c'était juste de la poésie. Mais maintenant, eh bien, je crois que c'était son au revoir. Elle tendit à Poirot une page, déchirée et pliée avec soin. Sur celle-ci, on pouvait lire de l'écriture si reconnaissable de Miranda. Si je disparais, que ce ne soit pas comme une fille en dentelle ou en os, mais comme une voix. Vous l'entendez toujours lorsque vous marchez dans les couloirs. Ne pleure pas, ne murmure pas. J'attends juste que le prochain oiseau chante. Poirot plia lentement le papier et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Merci, dit-il doucement. À notre retour à Baker Street, une dernière lettre attendait Poirot sur la table. C'était de l'inspecteur Radley. Bref, officiel. Roland Fielding a accepté de plaider coupable aux 2 chefs d'accusation. Détournement de fonds et meurtre. Aucun procès nécessaire. Il refuse de nommer des complices. Il dit « La maison a déjà payé le prix ». Poirot me le tendit, puis ferma les yeux pendant un long moment. « Tu le crois ?» ai-je demandé. Poirot hocha la tête. « Oui, il n'y en avait pas d'autre. Mais c'est peut-être là la plus grande tragédie. Il a agi seul, et pourtant, tant de gens l'ont laissé faire. » Nous étions assis en silence. Puis, après une longue pause, Poirot se leva, se dirigea vers la cheminée et plaça le croquis de plume de Miranda au-dessus du manteau. « Elle nous a révélé la vérité, dit-il. Qu'elle veille sur elle maintenant. » Et donc, le cas de l'indice dans la cage dorée touchait à sa fin. Pas de parade judiciaire, pas de grande confession. Juste des révélations discrètes, des silences brisés et l'écho persistant d'une jeune fille qui osait parler quand personne d'autre ne le faisait. Une fille qui chantait, même lorsque la cage se refermait autour d'elle, et dont la voix, grâce à Hercule Poirot, n'a jamais été véritablement réduite au silence.